Voici Monsieur Dublé, qui a une idée qui pourrait améliorer le sort de sa communauté. Construire un moulin sur la rivière. Malheureusement, Monsieur Dublé n'est pas assez riche pour financer le moulin tout seul. Il décide alors de proposer aux autres habitants du village de s'associer ensemble pour le construire. Chaque participant finance une partie du moulin et en échange reçoit un titre de propriété. Chaque villageois qui possède une part du moulin est appelé un actionnaire et chaque part du moulin une action. C'est un bout de papier qui indique « Monsieur Dublé a investissant dans ce moulin ». C'est là que nous avons alors la première société par action, fondée en France en 1375 et appelée les Moulins de Bazac. Comme le moulin dispose de plusieurs propriétaires, il faut pouvoir se mettre d'accord sur son fonctionnement. Quelle farine moudre, quels sont les horaires d'ouverture, les propriétaires vont alors se réunir entre eux et voter pour prendre les décisions. C'est l'Assemblée générale. Plus un actionnaire possède une part importante du moulin, plus il dispose de voix à l'Assemblée. Souvent, les actionnaires décident non pas de voter directement les décisions concernant le moulin, mais de voter pour choisir le meunier qui va diriger le moulin et prendre les décisions. Le meunier est ainsi le PDG du moulin et doit le faire fonctionner au mieux. Car c'est justement lorsque le moulin marche bien que les actionnaires peuvent se partager une partie des bénéfices, que l'on appelle les dividendes. De nos jours, le marché des actions fonctionne de façon similaire. Il permet à des entrepreneurs qui ont un projet mais pas de financement de trouver des investisseurs qui veulent bien les financer. On parle de marché primaire. Les investisseurs deviennent alors actionnaires et propriétaires d'une partie de l'entreprise. Cela leur donne le droit de décider du sort de l'entreprise et de recevoir les bénéfices que fera l'entreprise si elle y parvient. Bien entendu, être actionnaire signifie aussi être responsable des pertes en cas de problème. Si l'entreprise ne gagne pas suffisamment d'argent, alors l'actionnaire non plus. Et il peut même aller jusqu'à perdre tout ce qu'il a investi si l'entreprise doit fermer. Revenons à notre moulin. Tout fonctionne pour le mieux. Mais un jour, un des actionnaires, Monsieur Dumoulin, souhaite quitter la région. Il doit ainsi vendre ses parts de propriété. Et pour cela, il doit trouver quelqu'un qui souhaite devenir propriétaire d'une part du moulin et s'entendre avec lui sur le prix. Si Monsieur Dumoulin avait disposé de 10 actions et que le moulin marche bien, un villageois voudrait sans doute les racheter plus cher que ce que Monsieur Dumoulin avait investi initialement. Mais si le moulin avait été abîmé par une crue et semble promettre donc peu de bénéfices, Monsieur Dumoulin devra sans doute vendre ses actions moins chères pour trouver un acheteur. C'est ainsi que l'offre et la demande déterminent le prix des actions sur le marché de l'action d'occasion. De nos jours, c'est ce que l'on appelle le marché secondaire. Quand une entreprise est assez importante pour qu'il existe toujours une demande et une offre pour échanger ses actions, on dit que l'entreprise est cotée en bourse. La bourse permet avant tout aux acheteurs et vendeurs secondaires de facilement se rencontrer. Cependant, toutes les sociétés ne sont pas cotées. Ce sont généralement les plus grandes d'entre elles ou celles qui sont promises à une très forte croissance. Certaines entreprises par action ne sont pas cotées et leurs actionnaires ne peuvent donc pas facilement vendre leurs actions. C'est le cas de la plupart des petites et moyennes entreprises. Le marché boursier est beaucoup plus développé que le marché primaire et il fonctionne en permanence. Il permet aux investisseurs de placer à tout moment leur épargne disponible pour acheter les actions des entreprises cotées dont ils pensent que l'activité et les bénéfices progresseront sensiblement dans les années à venir. En effet, plus une entreprise cotée se développe et accroît ses bénéfices, plus les investisseurs souhaitent acquérir ces actions sur le marché secondaire, ce qui pousse leur cours à la hausse. Ainsi, plus les marchés des actions sont liquides et profonds, c'est-à-dire qu'ils offrent de grandes quantités d'actions diversifiées, plus les investisseurs du monde entier sont incités à placer leur argent dans ces titres et ainsi drainer suffisamment de capitaux pour répondre aux besoins financiers des entreprises cotées. C'est aussi la raison pour laquelle la spéculation de court terme, aussi appelée trading, qui consiste à acheter et revendre rapidement et de façon continue des actions pour réaliser des gains, est aussi utile au bon fonctionnement du marché des actions. Elle assure de cette manière la liquidité en proposant en permanence des quantités importantes d'actions à l'achat et à la vente. Mais pour que le marché des actions fonctionne correctement, il faut aussi que les investisseurs aient suffisamment confiance dans la solidité financière des entreprises qui y sont cotées, ainsi que sur l'absence de tout mouvement frauduleux ou de toute information malveillante destinée à manipuler artificiellement les cours des actions. Supposons que Monsieur Dugrain, qui dispose d'un moulin plus bas sur la rivière, voit d'un mauvais œil le nouveau moulin. Il décide d'une stratégie diabolique. Il va lancer une rumeur.
comme quoi la farine du nouveau moulin est de mauvaise qualité, pour faire chuter l'action du moulin. Il pourra alors les racheter pour pas cher et se débarrasser de son concurrent. Pour éviter que M. Dugrain ne réussisse son plan machiavélique, il faut un gendarme qui surveille ce qui se passe sur les marchés financiers et veille à ce que les participants respectent les règles. C'est pourquoi l'activité du marché des actions et les communications financières des sociétés cotées sont surveillées par une autorité indépendante spécialisée. En France, c'est l'autorité des marchés financiers qui remplit cette fonction. Si l'AMF n'existait pas en 1375, il semble bien que le plan de M. Dugrain n'ait pas fonctionné. Si les moulins de Bazac ont survécu jusqu'à nos jours, c'est notamment parce que transformés en centrales hydroélectriques, ils ont été par la suite nationalisés en 1946.